Lors de la nuit de gala du navire, la serveuse est restée paralysée en réalisant que le millionnaire était son mari, mort il y a 13 ans. Elle s'est approchée et, le soleil matinal caressait les flots de la Méditerranée, quand Élise Moreau ajusta une dernière fois son uniforme blanc impeccable. À 37 ans, elle avait appris que la perfection dans les détails pouvait faire la différence entre garder son emploi et se retrouver sur le quai au prochain port. Ses mains, jadis habiles à manier l'aiguille et le fil dans les ateliers poussiéreux du Périgord, tenaient désormais des plateaux d'argent avec la même précision. « Élise, ma chérie, tu rêves encore ?» La voix chaleureuse de Marguerite Lefebvre la sortit de ses pensées. Margot, comme tout le monde l'appelait à bord, était une femme de 60 ans aux cheveux gris parfaitement coiffés en chignon, 23 ans de service sur différents paquebots de luxe, avait fait d'elle une institution flottante, respectée autant par l'équipage que par les passagers fortunés. « Pardon, Margot, je pensais à Claire. » Élise sourit tristement en rangeant les derniers verres dans le bar du pont supérieur. Sa fille lui manquait terriblement. Mais ce travail sur l'océan majestueux était sa chance de lui offrir enfin une vie décente. 13 ans qu'elle se battait seule. 13 ans depuis qu'Antoine avait disparu dans cet accident de voiture sur la route de Sarlat. Ta petite te manque. C'est normal. Mais regarde-toi. Tu as réussi à décrocher l'un des meilleurs postes sur ce navire. Les pourboires de ce soir vont être généreux. Crois-moi. Margot tapota affectueusement l'épaule d'Élise. Ces millionnaires adorent se sentir importants pendant la gala. Il suffit de sourire, de hocher la tête au bon moment, et hop, Élise acquiesça. Mais son esprit dérivait vers les années difficiles. Après la mort d'Antoine, elle avait dû quitter leur petit appartement de Périgueux, faute de moyens, direction les villages isolés du Périgord noir, où elle cousait pour 3 francs 6 sous des ourlets et des reprises pour les commerçants locaux. Claire grandissait dans ces maisons humides, sautant d'une garde d'enfants à l'autre selon les maigres contrats de sa mère. Tu sais, Margot, parfois je me demande si j'ai fait le bon choix en laissant Claire chez ma sœur pour venir ici. Allons donc. Margot leva les yeux au ciel. Ta sœur Sylvie s'occupe très bien d'elle à Limoges. Et dans 2 ans, tu auras économisé assez pour lui payer de vraies études. C'est ça, le sacrifice d'une mère, ma petite. L'océan majestueux était effectivement un palais flottant. 350 mètres de luxe absolu, avec ses suites présidentielles, ses restaurants étoilés, son casino rutilant et sa discothèque ultra-moderne. Élise avait encore du mal à croire qu'elle évoluait dans cet univers après ces années de galère. Les tapis persans, les lustres en cristal de Bohême, les œuvres d'art originales accrochées dans les couloirs, tout ici respirait l'opulence. Au fait, continua Margot en polissant méticuleusement un verre à champagne. Tu as vu la liste des VIP pour ce soir ? Il y a du beau monde. Le comte de Montpellier, cette actrice italienne, comment elle s'appelle déjà ? Ah oui, Giuliana Rossi. Et puis ce businessman parisien, Philippe Garnier, paraît qu'il va annoncer ses fiançailles avec l'héritière Montclair. Élise ne prêtait qu'une oreille distraite au ragot de Margot. Elle préférait se concentrer sur sa routine, vérifier que chaque couvert était parfaitement aligné, que les serviettes étaient pliées selon les exigences du maître d'hôtel, que sa coiffure tenait bon malgré la brise marine. « Dis-moi, Margot, tu ne trouves pas bizarre que tous ces riches viennent s'entasser sur un bateau ? Ils ont déjà tout chez eux, non ?» Margot éclata de rire. « Ma pauvre chérie, tu ne comprends rien aux gens fortunés. Pour eux, ce n'est pas le luxe qui compte. C'est de pouvoir le montrer aux autres. Un yacht privé, c'est bien. Mais un yacht où tu peux épater tes concurrents, c'est encore mieux. » L'après-midi filait doucement. Élise aidait aux préparatifs de la soirée de gala, cette grande tradition du l'océan majestueux. Une fois par croisière, le navire organisait une soirée grandiose dans le salon principal, transformé pour l'occasion en véritable salle de bal. Orchestre, champagne millésimé, mets raffinés, rien n'était laissé au hasard. « Tu sais ce qui me plaît chez toi, Élise ?» demanda Jean-Claude, le barman en chef, en la voyant disposer avec soin les amuse-bouches sur les plateaux dorés. Tu fais tout avec application, sans jamais râler, pas comme ces gamines qui débarquent de l'école hôtelière en pensant que tout leur est dû. Élise sourit modestement. L'application, elle l'avait apprise à ses dépens, quand on a connu la vraie pauvreté, quand on a dû compter chaque centime pour nourrir son enfant, on ne prend rien pour acquis. Chaque jour sur ce navire était une bénédiction. Même si la nostalgie de sa terre natale la rongeait parfois, le Périgord lui manquait. Les marchés aux truffes de Sarlat, l'odeur des châtaignes grillées en automne, les petites maisons de pierre blonde qui semblaient surgir des contes de fées, mais surtout
Claire lui manquait, sa petite fille de 13 ans qui grandissait sans elle, qui découvrait l'adolescence au téléphone lors de leurs brèves conversations hebdomadaires. « Maman, quand est-ce que tu rentres ?» Cette question revenait systématiquement, et à chaque fois, Élise sentait son cœur se serrer. « Bientôt, ma chérie. Maman travaille pour notre avenir. » Les heures s'égrenaient, et l'effervescence montait à bord. Les passagers commençaient à se préparer pour la soirée. Les femmes de chambre couraient d'une suite à l'autre. Les cuisiniers s'activaient au fourneau. Élise, elle, finalisait la mise en place du bar principal, celui où seraient servis les champagnes les plus prestigieux. « Élise, appela Marc, le chef de service, tu t'occuperas du secteur VIP ce soir. Tables 1 à 15. Je compte sur toi. C'est là que se trouvent nos clients les plus exigeants. » Son cœur bondit de fierté mêlée d'appréhension. Le secteur VIP, c'était la consécration pour une serveuse. Mais c'était aussi la pression maximale. Un faux pas, un service trop lent, et sa réputation pourrait en pâtir. « Merci Marc, je ne vous décevrai pas. J'en suis certain, au fait. Assure-toi d'être particulièrement attentive à la table 12, M, Garnier et Mademoiselle Moncler. Ils vont officialiser leurs fiançailles ce soir. Paraît-il, le directeur tient à ce que tout soit parfait pour eux. » Élise hocha la tête, répétant mentalement les consignes. Table 12, M, Garnier, Mademoiselle Moncler. Elle jeta un coup d'œil à sa montre. 18h30, dans 1 heure, les premiers invités arriveraient. Elle avait encore le temps de se refaire une beauté et de réviser une dernière fois l'agencement des tables. En regagnant sa petite cabine située 2 ponts plus bas, Élise croisa plusieurs passagers déjà en tenue de soirée. Les femmes portaient des robes qui coûtaient probablement plus que son salaire annuel d'antan. Les hommes arboraient des montres scintillantes et des boutons de manchette en or. Elle baissa instinctivement les yeux, habituée à sa condition de domestique invisible, dans sa cabine spartiate mais propre. Elle s'examina dans le petit miroir accroché au-dessus du lavabo. 37 ans. Et pourtant, elle se sentait parfois si fatiguée. Les traits de son visage s'étaient durcis au fil des épreuves. Mais ses yeux noirs gardaient encore cette lueur de détermination qui l'avait portée jusqu'ici. Elle enfila sa plus belle version d'uniforme, celle réservée aux grandes occasions, et glissa dans sa poche la photo de Claire qu'elle emportait partout, sa petite fille souriante, insouciante, qui ne savait rien des sacrifices consentis pour elle. « Ce soir, je vais faire de mon mieux », murmura-t-elle à la photo. « Pour toi, ma chérie. Tout ce que je fais, c'est pour toi. » L'heure approchait. Élise remonta vers les ponts supérieurs, le cœur battant d'une anticipation mêlée d'anxiété. Cette soirée pourrait marquer un tournant dans sa carrière sur le navire, peut-être même dans sa vie entière. Le grand salon de l'océan majestueux avait été métamorphosé en véritable palais de contes de fées. Des centaines de bougies scintillaient dans les lustres de cristal, projetant des reflets dorés sur les boiseries précieuses. L'orchestre, installé sur une estrade fleurie d'orchidées blanches, distillait une mélodie de Chopin qui se mêlait harmonieusement aux murmures feutrés des conversations élégantes. Élise se faufila entre les tables, avec la grâce acquise au fil des mois. Son plateau d'argent chargé de coupes de champagne Dom Pérignon, les femmes, parées de bijoux étincelants et de robes haute couture, papillonnaient d'un groupe à l'autre, tandis que leurs compagnons, sanglés dans des smokings impeccables, discutaient affaires et politique avec cette assurance tranquille que seule procure la richesse. « Mademoiselle », l'interpella un homme bedonnant à la moustache grisonnante. « Ce champagne est-il bien le millésime 1996 que nous avons commandé ?»« Bien sûr, monsieur le comte. » Élise inclina légèrement la tête, ayant appris à reconnaître le comte de Montpellier dès sa première croisière. « Souhaitez-vous que je vous en apporte une nouvelle coupe ?»« Volontiers, ma chère enfant. » Et dites au sommelier que nous apprécions particulièrement son choix. Élise acquiesça avec un sourire professionnel et se dirigea vers le bar. Cette chorégraphie familière l'apaisait. Servir, sourire, satisfaire, pas de place pour les états d'âme ou les réflexions personnelles, juste l'efficacité discrète qui faisait sa réputation. Élise, Margot apparut à ses côtés, les bras chargés d'une pyramide de petits fours. « Tu as vu comme tout le monde est sur son 31 ce soir. Et cette Giuliana Rossi, une vraie déesse italienne, son collier de perles doit valoir une fortune. »« MMH » répondit distraitement Élise, concentrée sur sa tâche. Elle repéra la table 12, celle qu'on lui avait spécialement assignée. Un couple s'y trouvait déjà. Une femme blonde d'une 30aine d'années, élégante
et visiblement fortunée, accompagnée d'un homme de dos qu'elle ne distinguait pas encore clairement. « Allez, va servir tes VIP », l'encouragea Margot. « Et n'oublie pas, souris, même s'il te traite comme un meuble. » Élise chargea son plateau des meilleures coupes et se dirigea vers la table 12. Ses pas étaient assurés, son maintien parfait. Elle avait répété ce geste des milliers de fois. Servir n'était plus seulement son métier, c'était devenu son art. « Bonsoir », dit-elle en arrivant près de la table. « Je suis Élise, votre serveuse pour cette soirée. Puis-je vous proposer du champagne Dom Pérignon ?» La femme blonde leva les yeux vers elle avec un sourire poli mais distant. « Avec plaisir, Philippe. Tu en prends une coupe. » L'homme se retourna lentement pour répondre à sa compagne, et le monde d'Élise s'écroula. Antoine. Antoine était là, vivant, respirant, la regardant de ses yeux noirs qu'elle avait tant pleuré. Son visage avait mûri, ses cheveux étaient plus courts, plus sophistiqués, mais c'était indéniablement lui, l'homme qu'elle avait aimé passionnément, celui dont elle portait encore le deuil après 13 longues années. Le plateau lui échappa des mains, le cristal explosa sur le sol de marbre dans un fracas qui figea momentanément la salle. Champagne et éclats de verre se mélangèrent à ses pieds, mais Élise ne les voyait pas. Elle ne voyait qu'Antoine, que ce fantôme sorti de sa tombe pour la hanter. « Mon Dieu !» murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Antoine la dévisagea avec une expression indéchiffrable. Pas de surprise, pas d'émotion, pas même un tressaillement. Ses traits demeuraient parfaitement composés, comme s'il regardait une parfaite inconnue. « Mademoiselle », dit-il d'une voix posée et froide, « vous semblez indisposée. » Indisposée, Élise sentit ses jambes se dérober. 13 ans de souffrance, 13 ans de solitude, 13 ans à élever leur fille en gardant précieusement sa mémoire. Et il la regardait comme une étrangère. « Antoine », chuchota-t-elle, les larmes aux yeux. « Je crains qu'il n'y ait une méprise. »« Mademoiselle, je me nomme Philippe Garnier. » Sa voix était glaciale, coupante comme une lame. « Je ne vous connais absolument pas. » Isabelle Moncler observait la scène avec un mélange de curiosité et d'agacement. « Philippe, que se passe-t-il ? Cette femme vous connaît apparemment. »« Pas du tout, ma chérie. Il s'agit manifestement d'un malentendu. » Antoine. Philippe posa une main rassurante sur celle de sa compagne sans quitter Élise du regard. « N'est-ce pas, mademoiselle ? » Marc, le chef de service, accourut, attiré par le bruit des verres brisés. « Élise, que s'est-il passé ?» Il s'agenouilla rapidement pour ramasser les débris, rouge de honte devant les clients. « J'ai... Pardon, » balbutia Élise, incapable de détacher son regard d'Antoine. Comment était-ce possible ? Comment pouvait-il être là, vivant, après toutes ces années ? Mademoiselle semble souffrante, intervint Antoine avec une politesse exquise. Peut-être devrait-elle prendre un peu de repos. Bien sûr, monsieur Garnier. Toutes mes excuses. Marc se tourna vers Élise. Va te rafraîchir. Je m'occupe de votre table. Élise hocha mécaniquement la tête, mais ses pieds refusaient de bouger. Antoine profita de l'agitation pour se pencher légèrement vers elle, assez près pour que ses mots ne soient audibles que d'elle seule. N'y pense même pas, siffla-t-il entre ses dents, son sourire mondain toujours en place. Je ne sais pas qui tu es, ni ce que tu veux, mais si tu t'approches encore de ma table, tu le regretteras amèrement. Cette menace, prononcée avec tant de froideur, acheva de briser le peu de résistance qui restait à Élise. L'homme qu'elle avait aimé, le père de sa fille, celui pour qui elle avait versé tant de larmes, la menaçait comme une vulgaire importune. Maintenant, disparaît, ajouta-t-il tout bas, avant de se redresser et de reprendre sa conversation avec Isabelle, comme si de rien n'était. Élise recula, chancelante, autour d'elle. Les conversations avaient repris, l'incident était déjà oublié par la plupart des invités. Seuls quelques regards curieux se posaient encore sur elle. Marc avait terminé de nettoyer et faisait signe à un autre serveur d'apporter de nouvelles coupes. « Élise », Margot apparut à ses côtés, l'air inquiet. « Ma petite, tu es blanche comme un linge. Qu'est-ce qui t'arrive ? » « Il faut que je sorte. J'ai besoin d'air. »« Bien sûr, viens. » Margot la prit fermement par le bras et l'entraîna vers les portes-fenêtres qui donnaient sur le pont extérieur. L'air marin gifla le visage d'Élise, mais ne parvint pas à dissiper le brouillard qui envahissait son esprit. Elle s'agrippa à la rambarde,
ses articulations blanchies par l'effort, et tenta de reprendre son souffle. « Élise, parle-moi. Que s'est-il passé là-dedans? Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. » Un fantôme? Le mot était faible. Elle venait de voir l'impossible. Son mari mort-vivant, la niant avec un mépris glacial, la menaçant comme une ennemie. « Margot, » dit-elle d'une voix tremblante. « Cet homme, Philippe Garnier, depuis combien de temps navigue-t-il avec nous? » Philippe Garnier, Margot réfléchit. « C'est sa première croisière avec nous, mais je l'ai déjà vu dans les magazines. Un homme d'affaires parisien très en vue. Pourquoi? Il ressemble à quelqu'un que j'ai connu. » Ah, Margot eut un petit rire. « Le grand classique, tu sais, ma chérie. On croise tellement de visages dans ce métier qu'on finit par avoir des impressions de déjà-vu partout. Moi, l'autre jour, j'étais persuadée d'avoir reconnu mon ancien voisin de Marseille dans un passager de première classe. Évidemment, c'était quelqu'un d'autre. Mais Élise savait qu'il ne s'agissait pas d'une ressemblance. La courbe de sa mâchoire, la forme de ses mains, la façon dont il inclinait légèrement la tête quand il réfléchissait. Tout correspondait parfaitement, même sa voix. Malgré l'accent parisien qu'il avait adopté, gardait ses inflexions qu'elle connaissait par cœur. « Margot, j'ai besoin de savoir des choses sur lui, sur sa vie, son passé, tout ce que tu peux découvrir. » Élise. Margot la regarda avec inquiétude. « Tu n'es pas en train de développer une obsession pour un passager, j'espère. Ce genre de choses peut très mal finir. Tu sais, ils ne sont pas de notre monde. Ce n'est pas ce que tu crois. » Élise se tourna vers son amie, ses yeux brillants de détermination et de douleur. « Margot, j'ai besoin de ton aide, plus que jamais. » À travers les portes-fenêtres, on entendait l'orchestre attaquer une valse de Strauss. La fête continuait, insouciante et brillante, ignorant le drame qui venait de se jouer. Élise observa un instant cette scène irréelle. Antoine, Philippe, qui dansait maintenant avec Isabelle, élégant et souriant, comme si elle n'avait jamais existé. 13 ans de mensonges venaient de s'effondrer en quelques minutes. Mais pourquoi? Et surtout, comment? Élise n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Recroquevillée dans sa couchette étroite, elle fixait le plafond métallique de sa cabine, tandis que le navire tanguait doucement sur les flots méditerranéens. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, le visage d'Antoine s'imposait à elle. Cette expression glaciale qu'il avait eue en la regardant comme une parfaite étrangère. Les premiers rayons de l'aube filtraient à travers le petit hublot quand elle entendit frapper à sa porte. Margot entra sans attendre, portant un plateau avec du café fumant et des croissants encore chauds. « Ma petite, tu as une mine épouvantable », déclara la femme de chambre en posant le plateau sur la minuscule table. « J'ai pensé que tu aurais besoin d'un petit déjeuner réconfortant. » Élise se redressa péniblement, ses membres ankylosés par une nuit d'insomnie. « Merci, Margot, tu es un ange. Bon, maintenant raconte-moi tout, et ne me dis pas que c'était juste une ressemblance, parce que je ne suis pas née de la dernière pluie. » Élise prit une gorgée de café brûlant, espérant que la caféine l'aiderait à rassembler ses pensées éparses. Par où commencer? Comment expliquer l'inexplicable? « Margot, » commença-t-elle lentement, « et si je te disais que Philippe Garnier est mon mari mort? Je dirais que tu as besoin d'un bon psychiatre, » répondit Margot sans détour. « Élise, ma chérie, la fatigue peut jouer des tours terribles à l'esprit. Non, écoute-moi. » Élise attrapa la main de son amie. « Il y a 13 ans, j'étais mariée à Antoine Delacroix. Nous vivions modestement à Périgueux, mais nous étions heureux. J'étais enceinte de Claire quand c'est arrivé. Novembre 2012, Élise, enceinte de 6 mois, préparait le dîner dans leur petit appartement de la rue Saint-Front quand le téléphone avait sonné. Un gendarme, la voix grave et compatissante. « Madame Delacroix, il y a eu un accident sur la D47. Près de Sarlat, votre mari. Je suis désolée, madame. Sa voiture a quitté la route dans un virage. L'Audi a pris feu instantanément. » Ils n'ont jamais retrouvé son corps, continua Élise, la voix brisée par l'émotion. La voiture avait brûlé si longtemps. Ils m'ont dit que les flammes avaient à tout consumé. J'ai fait faire une cérémonie avec un cercueil vide. Margot secoua la tête, incrédule. Élise, même en admettant que cet homme ressemble à ton défunt mari, il y a des milliers d'explications rationnelles. Les sosies, ça existe. Et Philippe Garnier est un homme d'affaires connu. Connu depuis quand exactement? Demanda Élise avec intensité. Depuis combien de temps existe-t-il dans le monde des affaires? Cette question fit tressaillir Margot. Elle qui connaissait tous les potins du grand monde, qui lisait religieusement les magazines People,
et les journaux économiques, réalisa soudain qu'elle ne savait pratiquement rien des origines de Philippe Garnier. Printemps 2013, Claire venait de naître quand les huissiers s'étaient présentés chez Élise. Antoine avait contracté des dettes qu'elle ignorait complètement, des sommes astronomiques auprès de créanciers peu recommandables, sans ressources, avec un bébé à charge. Elle avait dû abandonner l'appartement et partir se réfugier chez une cousine éloignée dans un village perdu du Périgord noir. « J'ai passé 10 ans à survivre », murmura Élise. 10 ans à coudre pour quelques euros, à accepter n'importe quel travail pour que Claire puisse manger à sa faim. 10 ans à pleurer un homme qui, apparemment, se pavanait déjà dans les salons parisiens. Margot sentit sa certitude vaciller. L'émotion dans la voix d'Élise était trop authentique pour être simulée. Et maintenant qu'elle y réfléchissait, Philippe Garnier était effectivement apparu assez récemment dans les cercles mondains. Élise. Même si par miracle ton histoire était vraie, comment peux-tu en être aussi certaine? Après 13 ans, la mémoire peut nous tromper. Pour toute réponse, Élise se leva et fouilla dans le petit tiroir de sa table de chevet. Elle en sortit une photo jaunie qu'elle tendit à Margot. On y voyait un jeune couple souriant dans un parc. L'homme tenant tendrement la femme enceinte dans ses bras. « Regarde-le bien », dit Élise. « Regarde ses yeux, la forme de ses mains, cette petite cicatrice au coin de la lèvre qu'il avait depuis l'enfance. Maintenant, dis-moi que ce n'est qu'une ressemblance. » Margot examina attentivement la photographie, puis leva les yeux vers Élise. Dans ce regard noir se mêlaient la douleur de la trahison et la détermination farouche d'une mère qui s'est battue seule pendant des années. « Oh, mon Dieu !» murmura-t-elle. « Si c'est vrai, mais comment? Pourquoi? C'est exactement ce que je dois découvrir. » Élise récupéra la photo et la serra contre son cœur. « Margot, tu as accès aux suites, aux effets personnels des passagers. Tu pourrais... » « Stop !» Margot leva la main. « Tu me demandes de fouiller dans les affaires d'un client? Tu réalises que si on me prend, je perds mon emploi et ma retraite. Je sais que c'est énorme, mais j'ai besoin de preuves, des documents, des papiers, n'importe quoi qui puisse confirmer que Philippe Garnier n'existait pas il y a 15 ans. Été 2015. Claire avait 2 ans quand Élise avait enfin trouvé un travail stable dans un atelier de couture de Bergerac. 12 heures par jour à ourler des pantalons et repriser des vestes pour un salaire de misère. Le soir, elle rentrait épuisée dans leur chambre de bonne, prenait sa fille dans ses bras et lui parlait de son papa parti au ciel. Claire écoutait, ses grands yeux noirs si semblables à ceux d'Antoine. « Et s'il a vraiment simulé sa mort ?» continua Élise. « Ah, il doit y avoir des traces, des incohérences dans son histoire, des zones d'ombre. Les gens fortunés laissent toujours des traces, non ?» Margot se mordit la lèvre, partagée entre sa loyauté envers son ami et sa peur des conséquences. 23 ans de service irréprochable pesaient lourd dans la balance. « Élise, réfléchis bien à ce que tu me demandes. Admettons que tu aies raison, que cet homme soit vraiment ton Antoine. Qu'est-ce que tu comptes faire? L'aborder publiquement, le démasquer devant sa fiancée? Je ne sais pas encore, mais je ne peux pas faire comme si de rien n'était. Il m'a regardée hier soir comme si j'étais de la vermine. Moi, la mère de sa fille. Automne 2020. Claire avait 8 ans quand elle avait posé la question fatidique. « Maman, pourquoi papa ne nous rend jamais visite comme le papa de Léa ?» Élise avait pris sa fille sur ses genoux et lui avait expliqué une nouvelle fois que papa était devenu une étoile dans le ciel, qu'il les regardait et les protégeait de là-haut. Claire avait hoché la tête avec cette sagesse précoce des enfants qui grandissent trop vite. « Et Claire ?» demanda soudain Margot. « Tu y as pensé, à Claire? Si ton ton ex-mari, est vivant, qu'est-ce que ça va changer pour elle ?» Cette question frappa Élise de plein fouet. Claire, sa petite fille qui avait grandi avec l'image d'un père héroïque, parti trop tôt. Comment lui expliquer que ce père avait choisi de les abandonner, que tout ce qu'elle lui avait raconté n'était qu'un mensonge? « Je ne sais pas », avoua-t-elle, les larmes aux yeux. Mais elle a le droit de savoir la vérité. Elle a le droit de savoir qui est vraiment son père. Un long silence s'installa entre les deux femmes. Dehors, le navire poursuivait sa route vers les prochains ports, indifférent aux drames humains qui se jouaient dans ses entrailles. « Bon », soupira finalement Margot, « je ne dis pas que j'accepte de t'aider, mais supposons que je veuille en savoir plus sur ce Philippe Garnier, par pure curiosité personnelle. Bien sûr, que cherches-tu exactement ?» Élise sentit son cœur bondir d'espoir. Tout ce que tu peux trouver sur sa vie d'avant, ses papiers d'identité, ses diplômes,
des photos anciennes, et surtout, essaie de voir s'il y a quelque chose qui date d'avant 2013. 2013, l'année où ton Antoine est supposé être mort. Exactement. Si Philippe Garnier existait déjà à cette époque, alors j'ai tout faux, et je devrais accepter que la ressemblance soit un cruel hasard. Mais si ces traces ne remontent qu'à 2013, alors ton fantôme du passé aura beaucoup d'explications à donner, termina Margot d'une voix grave. Elle se leva, son plateau à la main, et se dirigea vers la porte, arrivée sur le seuil. Elle se retourna une dernière fois. « Élise, j'espère pour toi que tu te trompes. Parce que si tu as raison, ça veut dire que cet homme a détruit délibérément la vie de sa femme et de sa fille pour construire la sienne. Et ça, ma petite, c'est le genre de monstre qu'il vaut mieux ne jamais croiser sur sa route. » Margot attendit que les couloirs du pont supérieur soient déserts avant de sortir son passe-partout. 13h30, l'heure parfaite. Les passagers fortunés déjeunaient au restaurant panoramique ou se prélassaient sur les transats du pont Solarium. La suite présidentielle 412, occupée par M, Philippe Garnier et mademoiselle Isabelle Moncler, serait vide. Ses mains tremblaient légèrement en insérant la clé magnétique. 23 ans de service irréprochable. Et voilà qu'elle s'apprêtait à violer la première règle de son métier. Mais le regard désespéré d'Élise l'avait hantée toute la matinée. Si cette pauvre femme disait vrai, la porte s'ouvrit sur un luxe à couper le souffle. Salon en cuir blanc, bar en onyx noir, immense baie vitrée donnant sur l'infini bleu de la Méditerranée. Margot pénétra dans la suite. Tous les sens en alerte, le moindre bruit dans le couloir. Et elle devrait inventer une excuse pour justifier sa présence. « Bon, par où commencer ?» murmura-t-elle en examinant le salon. Une mallette en cuir bordeaux était posée sur la table basse, fermée par un code à 3 chiffres, trop risqué, sur le secrétaire d'acajou. Des documents étaient éparpillés, contrats d'affaires, relevés bancaires, correspondances diverses. Margot s'en approcha prudemment. Les en-têtes portaient tous le nom de Philippe Garnier, PDG de Garnier Industries. Les dates les plus anciennes qu'elle put identifier remontaient à 2014. Rien d'antérieur. Son cœur se serra. Le doute qu'elle nourrissait depuis sa conversation avec Élise commençait à se muer en certitude troublante. Elle photographia discrètement plusieurs documents avec son téléphone portable, quand un détail attira son attention. Une carte de visite coincée sous un presse-papier. Der Mathieu Rousseau, chirurgie esthétique, Lyon. Pourquoi un homme aussi séduisant que Philippe Garnier aurait-il besoin d'un chirurgien esthétique ? Intéressant, murmura-t-elle en photographiant la carte. La chambre principale révéla peu de choses personnelles. Quelques costumes de grande marque, des montres luxueuses, mais aucune photo de famille, aucun souvenir intime, comme si Philippe Garnier avait surgi du néant, sans passé ni racine, dans la table de chevet d'Isabelle. En revanche, Margot découvrit un trésor, un épais dossier marqué « Enquête privée, confidentielle ». Sa curiosité l'emporta sur sa prudence. Le dossier contenait des rapports détaillés sur le passé de Philippe, visiblement commandés par une Isabelle méfiante, avant d'accepter ses fiançailles. Nom d'origine, Philippe-André Garnier, né le 15 mars 1978 à Lyon, parent décédé dans un accident de voiture en 2010, héritier unique d'une petite entreprise de textile transformée en empire industriel, grâce à des investissements judicieux à partir de 2013, encore cette date fatidique, Margot continua sa lecture, de plus en plus troublée. Aucune trace d'activité professionnelle ou personnelle antérieure à 2013, pas de diplômes universitaires vérifiables, pas d'amis d'enfance retrouvés, pas de relations professionnelles d'avant cette date. Recommandation, nécessité d'approfondir l'enquête sur les années 2000-2012, un post-it manuscrit était collé en marge. Mathieu, j'ai besoin de plus d'informations sur cette période. Quelque chose cloche dans son histoire. I.M. Margot sentit ses jambes flageoler. Isabelle Moncler avait elle aussi des doutes sur l'identité de son fiancé. Cette découverte changeait tout. Élise n'était pas folle, et elle n'était peut-être pas la seule à soupçonner Philippe Garnier de cacher sa véritable identité. Un bruit de pas dans le couloir la fit sursauter. Elle referma précipitamment le dossier et se dirigea vers la salle de bain, feignant de nettoyer les robinets dorés. La porte de la suite s'ouvrit. « Margot, que faites-vous ici ?» Isabelle Moncler se tenait sur le seuil, élégante dans sa robe de lin blanc, mais l'expression méfiante. « Oh, mademoiselle Moncler !» Margot adopta son ton le plus professionnel. « Je vérifiais que tout était en ordre dans votre salle de bain,
Le service d'entretien a signalé un problème de robinetterie dans plusieurs suites. Isabelle la dévisagea longuement. Son regard perçant de femme d'affaires habituée à déceler les mensonges ne quittait pas le visage de Margot. Vraiment, nos robinets fonctionnent parfaitement. Tant mieux. Margot rassembla ses produits d'entretien. Je vais vérifier les autres suites, alors bonne journée, mademoiselle. Elle se dirigea vers la sortie, mais la voix d'Isabelle l'arrêta net. Margot, depuis combien de temps travaillez-vous sur ce navire ? 23 ans, mademoiselle. Pourquoi cette question ? Vous devez connaître beaucoup de passagers, beaucoup d'histoires. Il y eut un silence tendu. Margot sentait qu'Isabelle cherchait ses mots, comme si elle hésitait à franchir une ligne invisible. Avez-vous déjà eu des soupçons sur l'identité réelle de certains passagers ? Cette question directe prit Margot de court. Isabelle savait-elle quelque chose sur les doutes d'Élise ? Ou avait-elle ses propres raisons de s'interroger sur Philippe ? Je ne comprends pas très bien votre question. Mademoiselle, laissez tomber. Isabelle agita la main d'un geste las. Excusez-moi, je suis un peu nerveuse ces derniers temps. Le mariage approche, vous comprenez ? Margot hocha la tête et quitta rapidement la suite, son cœur battant la chamade. Dans le couloir, elle croisa Philippe Garnier qui remontait du restaurant, un cure-dent entre les lèvres et l'air satisfait. « Ah, Margot !» Il lui adressa ce sourire charmeur qui faisait fondre tant de femmes. « Comment allez-vous ? » ?»« Très bien. Monsieur Garnier, j'espère que votre déjeuner s'est bien passé. »« Parfaitement, au fait. » Il s'approcha légèrement, baissant la voix. « Cette serveuse d'hier soir, Élise, je crois, elle va mieux ?» Elle semblait perturbée. L'inquiétude dans sa voix sonnait faux. Margot y décela plutôt une menace à peine voilée. « Oh, un simple malaise. Vous savez, le travail en mer, parfois, mais elle va très bien maintenant. Tant mieux. » Son sourire se durcit imperceptiblement. Il serait dommage qu'elle développe des obsessions inappropriées envers certains passagers. Ce genre de comportement peut mener à des situations très désagréables. Le message était clair. Philippe Garnier savait qu'Élise l'avait reconnue, et il la mettait en garde par personne interposée. « Je transmettrai vos recommandations, monsieur. J'en suis certain. » Il tapota amicalement l'épaule de Margot. « Nous nous comprenons, n'est-ce pas ?» Margot acquiesça et s'éloigna rapidement, dans l'ascenseur qui la menait vers les ponts inférieurs. Elle repensa aux documents qu'elle avait photographiés, au dossier d'enquête d'Isabelle, aux menaces à peine déguisées de Philippe. Tous les éléments convergeaient vers la même conclusion troublante. Philippe Garnier cachait un lourd secret. Elle trouva Élise dans la buanderie, pliant mécaniquement des serviettes avec des gestes d'automate. Son amie avait les traits tirés, les yeux cernés de quelqu'un qui n'a pas dormi depuis des jours. « Élise, j'ai des nouvelles. » Alors, l'espoir et l'appréhension se mêlaient dans la voix d'Élise. « Tu avais raison. » Margot vérifia que personne ne pouvait les entendre. « Philippe Garnier n'existe officiellement que depuis 2013. J'ai trouvé des documents, mais rien d'antérieur à cette date. » Élise laissa tomber la serviette qu'elle tenait. « Mon Dieu! Alors, c'est vraiment lui. Il y a plus troublant encore. » Margot lui montra les photos sur son téléphone. Sa fiancée le fait surveiller par un détective privé. Elle aussi a des doutes sur son identité. Isabelle Monclerc soupçonne quelque chose. Apparemment, et Philippe le sait, il m'a menacé tout à l'heure. Très poliment, mais très clairement. Il ne veut pas que tu l'approches. Élise serra les poings, la colère remplaçant peu à peu la stupéfaction. 13 ans, Margot. 13 ans qu'il me laisse croire qu'il est mort, qu'il laisse sa fille grandir sans père. Et maintenant, il ose me menacer. Élise, calme-toi. Si c'est vraiment ton Antoine, il a forcément de bonnes raisons de cacher sa véritable identité, des raisons qui le rendent dangereux. Plus dangereux que la vérité. Élise releva la tête, ses yeux noirs brillant de détermination. « Margot, j'ai besoin de parler à Isabelle Monclerc. Elle et moi, nous cherchons la même chose. Ensemble, nous pouvons peut-être faire tomber le masque de ce menteur. C'est de la folie. Tu ne peux pas aborder une passagère VIP avec une histoire pareille. Alors trouve un moyen. » La voix d'Élise était ferme, résolue. « Trouve un moyen pour que je puisse lui parler en privé, car que ça plaise ou non à Philippe Garnier, je vais découvrir la vérité. » Toute la vérité. L'annonce résonna dans tous les haut-parleurs du navire à 14 heures précises. « Mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir à bord 25 étudiants du programme d'échange européen Erasmus+, pour une visite culturelle exceptionnelle de l'océan majestueux. Ces jeunes ambassadeurs de l'Europe découvriront pendant 3 jours les métiers de la mer et de l'hôtellerie de luxe. » Élise,
qui astiquait les verres du bar principal, sentit son sang se glacer. Elle connaissait ce programme. Claire lui en avait parlé avec enthousiasme lors de leur dernière conversation téléphonique. Sa classe de 3e du collège de Limoges avait été sélectionnée pour participer à cette aventure pédagogique. « Non », murmura-t-elle, ses mains tremblant sur le verre qu'elle tenait. « Pas maintenant, pas ici. » Margot, qui l'observait depuis l'autre bout du comptoir, comprit immédiatement la détresse de son amie. Elle s'approcha rapidement. « Élise, qu'est-ce qui se passe? Tu es blanche comme un linge. » Claire, le nom sortit de ses lèvres comme une prière désespérée. Elle fait partie du programme Erasmus+ de son collège. Elle m'avait dit qu'ils allaient visiter un paquebot de luxe, mais je ne pensais pas que ce serait celui-ci. La réalisation frappa les deux femmes comme un coup de massue. Claire, la fille d'Antoine, allait se retrouver sur le même navire que son père qui la croyait morte civilement depuis 13 ans. L'enfant innocente allait croiser le chemin de l'homme qui avait détruit sa famille pour se construire une nouvelle vie. « Mon Dieu !» souffla Margot. « Il faut empêcher cette rencontre. » Comment ? Élise était au bord de la panique. « Je ne peux pas révéler que ma fille est parmi les étudiants sans poser de questions embarrassantes. Et je ne peux pas non plus l'éviter complètement. Elle va me reconnaître. » Les premiers étudiants commençaient à embarquer par la passerelle tribord. Élise les observait depuis les baies vitrées du salon, cherchant désespérément le visage familier de sa fille parmi la foule joyeuse des adolescents. Leurs rires insouciants contrastaient cruellement avec l'angoisse qui l'étreignait. « La voilà », chuchota-t-elle soudain. Claire Delacroix descendait la passerelle, son sac à dos sur les épaules, ses longs cheveux noirs flottant dans la brise marine. À 13 ans, elle avait hérité du regard sombre de son père et de la grâce naturelle de sa mère. Mais ce qui frappa le plus Élise, c'était à quel point sa fille ressemblait à Antoine, au même âge. Cette ressemblance qui, dans d'autres circonstances, l'aurait remplie de fierté, devenait maintenant un danger mortel. « Elle est magnifique », murmura Margot. « Mais tu as raison. La ressemblance avec lui est frappante s'il la voit. Il saura immédiatement. » Élise ferma les yeux, essayant de réfléchir malgré la panique. « Margot, je dois lui parler, je dois l'avertir, trouver un prétexte pour qu'elle reste discrète. Et si elle pose des questions, cette gamine n'est pas idiote. Elle va se demander pourquoi sa mère travaille sur un paquebot de luxe sans l'avoir prévenue. » Le groupe d'étudiants était maintenant rassemblé sur le pont principal, encadré par leur professeur et par Marc, le chef de service, qui allait leur faire visiter le navire. Claire bavardait avec animation avec ses camarades, ignorant totalement que sa mère l'observait depuis les étages supérieurs. « Mademoiselle ?» Une voix masculine interpella Élise. « Vous pourriez nous servir des rafraîchissements. » Elle se retourna et sentit son cœur s'arrêter. Philippe Garnier se tenait devant le bar, élégant dans son polo blanc et son pantalon de lin beige. Son regard parcourait distraitement le groupe d'étudiants en contrebas, et Élise pria pour qu'il ne remarque pas Claire. « Bien sûr, monsieur Garnier. Que puis-je vous servir ?»« Un whisky, neat. » Il s'installa confortablement sur un tabouret, tournant le dos à la baie vitrée. « Cette agitation me donne soif. Je n'aime guère les enfants. Ils font trop de bruit. » Élise versa le whisky d'une main qu'elle s'efforçait de garder stable. Comment cet homme pouvait-il rester si froid, si détaché, alors que sa propre fille se trouvait à quelques mètres de lui? Ces programmes éducatifs sont pourtant formateurs, risqua-t-elle, testant sa réaction. Peut-être. Philippe haussa les épaules avec indifférence. Mais ces gamins n'ont rien à faire dans un environnement de luxe qu'ils ne pourront jamais se permettre. Cela ne fait qu'alimenter des rêves inaccessibles. Cette cruauté désinvolte acheva de convaincre Élise que l'homme qu'elle avait aimé avait définitivement disparu. À sa place se tenait un étranger cynique, capable de nier sa propre chair et son propre sang. « Papa, regarde comme c'est beau. » La voix joyeuse de Claire monta depuis le pont inférieur. Elle pointait du doigt les dorures du plafond, émerveillée par tant de splendeur. Philippe tourna machinalement la tête vers la source du bruit, et il la vit. Élise observa avec fascination et terreur l'expression de Philippe changer radicalement. Son visage se figea, ses yeux s'écarquillèrent. Et pendant un instant, elle retrouva dans son regard l'Antoine d'autrefois, celui qui fondait d'émotion en parlant de leur futur enfant. « Mon Dieu !» murmura-t-il, si bas qu'Élise fut la seule à l'entendre. Claire, inconsciente d'être observée, continuait sa visite avec ses camarades. Ses gestes, sa façon de pencher la tête quand elle réfléchissait,
sa manière de porter la main à sa bouche quand elle riait, tout en elle évoquait irrésistiblement Antoine à 13 ans. « Vous connaissez cet enfant ?» demanda Philippe d'une voix étrangement altérée. Élise hésita. Mentir, dire la vérité. Dans le regard de Philippe, elle lisait un trouble profond, comme si des souvenirs enfouis remontaient brutalement à la surface. « Non », répondit-elle finalement. « Pourquoi cette question ?» Philippe ne répondit pas. Il fixait Claire avec une intensité troublante, et Élise vit ses mains trembler légèrement autour de son verre de whisky. Pour la première fois depuis leur retrouvaille, le masque de froid mépris qu'il portait semblait se fissurer. « Elle me rappelle quelqu'un », murmura-t-il, « quelqu'un d'important ». Cette question directe le fit tressaillir. Il reporta brutalement son attention sur Élise, et elle vit dans ses yeux un mélange de colère et de peur. « Ça ne vous regarde pas ». Sa voix avait retrouvé sa dureté habituelle. « Finissez votre service et occupez-vous de vos affaires. » Il se leva brusquement, laissant son verre à moitié plein, et s'éloigna à grands pas. Mais Élise avait eu le temps de voir l'essentiel. Antoine n'était pas totalement mort. Quelque part, enfoui sous les années de mensonges et de cynisme. Le père de Claire existait encore. « Maman !» Élise sursauta. Claire venait d'apparaître au sommet de l'escalier de marbre. Ses yeux brillants d'excitation et de surprise. « Claire !» Élise contourna précipitamment le comptoir pour serrer sa fille dans ses bras. « Ma chérie, que fais-tu ici ? C'est notre voyage scolaire. » Claire rayonnait de bonheur. « Tu ne m'avais pas dit que tu travaillais sur ce bateau. Pourquoi tu ne me l'as pas dit ? C'est compliqué, ma puce. » Élise jeta des regards inquiets autour d'elle, craignant de voir reparaître Philippe. « Écoute-moi bien, c'est très important. Tu ne dois dire à personne que je suis ta mère. »« D'accord. Pourquoi ?» L'enthousiasme de Claire fit place à la perplexité. « J'ai pas le droit d'être fière de toi. »« Bien sûr que si, mais... » Élise cherchait ses mots, consciente que chaque seconde comptait. « Il y a des règles strictes sur ce navire. Les employés n'ont pas le droit de recevoir de la famille pendant les heures de service. Si quelqu'un apprend que tu es ma fille, je pourrais perdre mon travail, tu comprends ?» Claire hocha gravement la tête. À 13 ans, elle avait déjà compris que l'argent était un souci constant pour sa mère. « D'accord, maman, je ne dirai rien, mais on peut se voir en cachette. »« Bien sûr, ma chérie. » Élise caressa tendrement les cheveux de sa fille. « Mais sois très discrète, s'il te plaît. Très discrète. Promis. » Claire lui donna un dernier baiser furtif et redescendit rejoindre son groupe. Élise la regarda s'éloigner avec un mélange d'amour et d'angoisse. Sa fille était là, sur le même navire que son père disparu, ignorant tout du drame qui se jouait autour d'elle, et Philippe avait été troublé par cette ressemblance. Mais que ferait-il s'il découvrait la vérité ? « Élise !» Margot accourut vers elle. « J'ai tout vu, cette petite, c'est Claire. »« Oui, et le pire, c'est que Philippe l'a vue aussi. Il a été perturbé par sa ressemblance avec lui. »« Mon Dieu !» souffla Margot. « S'il fait le rapprochement, je sais. » Élise observa sa fille, qui riait avec ses camarades, insouciante du danger qui planait sur elle. « Margot, il faut absolument que je parle à Isabelle Monclerc maintenant, avant que Philippe ne découvre qui est Claire, avant qu'il ne soit trop tard. » Margot avait attendu le moment propice avec la patience d'une prédatrice. 18h, Philippe Garnier était parti faire du jogging sur le pont sportif, et les étudiants dînaient au restaurant buffet. Isabelle Monclerc se trouvait seule dans sa suite. « Selon toute probabilité, tu es certaine de vouloir faire ça ?» demanda-t-elle une dernière fois à Élise, tapie dans l'office du service d'étage. « Si elle ne te croit pas, si elle prévient Philippe, je n'ai plus le choix. » Élise serrait convulsivement la photo jaunie d'Antoine et elle. Avec Claire sur ce bateau, chaque heure qui passe augmente les risques. Il faut que je sache ce qu'Isabelle a découvert sur lui. Margot hocha la tête et frappa discrètement à la porte de la suite 412. Isabelle ouvrit, vêtue d'un peignoir de soie ivoire, un verre de champagne à la main. « Margot, que puis-je faire pour vous ? Excusez-moi de vous déranger, mademoiselle Monclerc. Il y a eu un petit incident au service d'étage. Une de nos employées a découvert quelque chose dans votre suite qui pourrait vous intéresser. » Quelque chose. Le regard d'Isabelle se durcit. « De quoi parlez-vous exactement ? » Elle préférait vous en parler directement, si vous permettez. Margot fit signe à Élise, qui émergea de l'office avec l'assurance factice de quelqu'un qui joue sa dernière carte. Isabelle la reconnut immédiatement.
C'était la serveuse qui avait fait cette scène bizarre lors de la soirée de gala. Vous, l'héritière recula instinctivement. Que faites-vous ici? Philippe m'avait dit que vous étiez instable. Mademoiselle Montclair, commença Élise d'une voix ferme. Je sais que vous enquêtez sur le passé de votre fiancé. Je sais que vous avez des doutes sur sa véritable identité. Le champagne faillit échapper des mains d'Isabelle. Comment cette simple employée pouvait-elle connaître l'existence de ces investigations privées? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Sortez immédiatement de ma suite. Philippe Garnier n'existe que depuis 2013, continua Élise sans se laisser démonter. Avant cette date, il n'y a aucune trace de lui, ni diplôme, ni famille, ni amis d'enfance. Rien. Cette fois, Isabelle blêmit. Ces informations correspondaient exactement aux conclusions de son détective privé. Comment pouvez-vous savoir cela? Parce que avant 2013, il s'appelait Antoine Delacroix et qu'il était mon mari. Un silence de plomb s'abattit sur la suite luxueuse. Isabelle dévisagea Élise avec un mélange d'incrédulité et de fascination morbide. Votre mari? Mais Philippe m'a dit... Il m'a dit qu'il n'avait jamais été marié. Il vous a menti, comme il m'a menti en simulant sa propre mort il y a 13 ans. Élise sortit la photographie de sa poche. Regardez bien cet homme, regardez ses yeux, la forme de ses mains, cette cicatrice au coin des lèvres. Isabelle prit la photo d'une main tremblante. L'évidence la frappa comme un coup de poing. L'homme souriant qui tenait cette femme enceinte dans ses bras était indéniablement Philippe. Mais plus jeune, plus tendre, presque humain. Mon Dieu, murmura-t-elle en s'effondrant dans un fauteuil de cuir blanc. Alors mes soupçons étaient infondés. Il me cache sa véritable identité. Il ne vous cache pas seulement son identité, reprit Élise en s'approchant. Il vous cache son passé, ses crimes, et probablement ses véritables intentions envers vous. Ses crimes? Isabelle releva brusquement la tête. De quoi parlez-vous? Margot a fouillé dans vos affaires, avoua Élise sans détour. Elle a trouvé le dossier de votre détective. Nous savons que le vrai Philippe Garnier est mort, probablement assassiné. Antoine a volé son identité pour s'introduire dans votre milieu. Isabelle porta la main à sa gorge, soudain consciente de la gravité de la situation. Vous pensez qu'il m'a tuée après notre mariage. J'en suis persuadée. Élise s'agenouilla devant l'héritière terrorisée. Écoutez-moi bien, Isabelle. Cet homme a détruit ma vie et celle de notre fille pour se construire une nouvelle existence. Il est capable de tout. Votre fille. Isabelle écarquilla les yeux. Vous avez eu un enfant avec lui? Claire, elle a 13 ans et elle est sur ce bateau en ce moment même, avec son groupe scolaire. Antoine l'a vue cet après-midi. Il a été troublé par sa ressemblance avec lui. Le puzzle se reconstituait dans l'esprit d'Isabelle. Les silences de Philippe quand elle lui parlait d'enfant. Son refus catégorique d'évoquer son passé. Ses réactions étranges face aux familles qu'il croisait. « Margot, » dit soudain Isabelle, « montrez-moi ce que vous avez trouvé d'autre. » Tout. Margot sortit son téléphone et fit défiler les photos des documents qu'elle avait photographiés, contrats falsifiés, relevés bancaires suspects, correspondance avec des hommes d'affaires peu recommandables. « Regardez cette facture, » dit-elle en montrant l'écran. « Clinique de chirurgie esthétique de Lyon, 60 000 € pour une reconstruction faciale complète, datée de février 2013. Il a changé de visage, » souffla Isabelle. « C'est pour ça qu'aucun de mes enquêteurs n'arrivait à retrouver des photos de lui d'avant 2013. » « Pas complètement, » corrigea Élise. « Assez pour tromper des inconnus, mais pas assez pour que je ne le reconnaisse pas. L'amour laisse des traces indélébiles. » Isabelle se leva et commença à faire les 100 pas dans sa suite. Son esprit d'héritière, habitué aux machinations financières, analysant rapidement la situation. « Si tout ce que vous me dites est vrai, cela signifie que notre mariage prévu dans 3 mois serait votre arrêt de mort, » termina brutalement Élise. « Une fois qu'il aura accès à votre fortune, vous deviendrez un obstacle, et Antoine sait très bien éliminer les obstacles. »« Mais pourquoi me révélez-vous tout cela ?» demanda soudain Isabelle. « Après tout, si je disparais, votre mari sera libre de... »« Ce n'est plus mon mari, » explosa Élise. « Cet homme a détruit ma famille, m'a laissé élever seule notre fille dans la pauvreté, pendant qu'il se construisait une vie de luxe sur le cadavre d'un innocent. Je veux qu'il paye pour ce qu'il nous a fait. Et moi, je veux rester en vie, » ajouta Isabelle d'une voix ferme. « Très bien. Que proposez-vous » Margot, qui avait suivi l'échange en silence, intervint. «
Il faut des preuves irréfutables, quelque chose qui puisse l'exposer publiquement, devant témoins. J'ai mieux que ça, déclara Isabelle, en se dirigeant vers son coffre-fort personnel. Elle en sortit un dictaphone numérique. Philippe ne sait pas que j'enregistre parfois nos conversations. Par précaution, vous comprenez, une femme fortunée ne peut jamais être trop prudente. Elle actionna l'appareil. La voix de Philippe résonna dans la suite. Ces gens sont pathétiques, Isabelle. Ils s'accrochent à leur petite vie médiocre sans comprendre que seuls les forts survivent. Moi, j'ai su me débarrasser de tous les poids morts de mon existence. Une nouvelle identité, un nouveau passé. Il suffit d'avoir le courage de détruire ce qui nous encombre. Philippe, tu parles comme si tu avais vraiment quoi? Ma chérie, vraiment recommencer ma vie à zéro. Vraiment effacer toute trace de mes erreurs de jeunesse. Parfois, il faut savoir enterrer le passé, littéralement. Élise sentit ses jambes se dérober. Cette confession à demi-mot était un aveu de culpabilité à peine déguisé. Il y a d'autres enregistrements, continua Isabelle. Des conversations où il parle de se débarrasser définitivement des obstacles après notre mariage. Je pensais qu'il faisait référence à des concurrents commerciaux. Mais maintenant, nous savons qu'il parlait de vous, termina Élise. Un bruit de pas dans le couloir les fit toutes tressaillir. Margot se précipita vers la porte et regarda par l'œilleton. « Il revient !» chuchota-t-elle. « Philippe arrive. Cachez-vous dans la chambre !» ordonna Isabelle à Élise et Margot. « Vite !» Les deux femmes disparurent juste au moment où la porte s'ouvrait. Philippe entra, en sueur après son jogging, un sourire satisfait aux lèvres. « Ma chérie, tu m'as manqué !» Il embrassa Isabelle sur la joue, ignorant la tension qui crispait ses traits. « J'ai fait une excellente course. L'air marin me donne une énergie formidable. » « Tant mieux, » répondit Isabelle d'une voix qu'elle s'efforçait de garder naturelle. « Philippe, j'aimerais te poser une question. Note tout ce que tu voudras, ma beauté. As-tu déjà été mariée ?» La question le figea net. Pendant une fraction de seconde, Élise et Margot, cachées derrière la porte entrebâillée de la chambre, virent son masque de charme se fissurer. « Quelle drôle de question. Tu sais bien que non. Pourquoi me demandes-tu cela ?» Curiosité féminine. Isabelle haussa les épaules, avec une désinvolture feinte. « Et cet enfant que tu regardais cet après-midi, elle te rappelait vraiment quelqu'un. » Cette fois, Philippe pâlit visiblement. « De quel enfant parles-tu ? Une des étudiantes du programme Erasmus ? Une petite brune aux yeux noirs, tu semblais troublé. » Un long silence s'étira entre eux. Philippe observait Isabelle avec une attention nouvelle, comme s'il la jaugeait différemment. « Isabelle ?» dit-il finalement d'une voix très douce. « J'espère que tu n'es pas en train de développer des soupçons ridicules sur mon compte. Ce serait très décevant. » La tension dans la suite 412 était palpable. Philippe observait Isabelle avec cette intensité glaciale qu'elle commençait à bien connaître. Et à redouter, dans la chambre, Élise et Margot retenaient leur souffle, conscientes que le moindre bruit pourrait les trahir. « Des soupçons ridicules », répéta Isabelle en s'efforçant de garder un ton léger. « Philippe, nous allons nous marier dans 3 mois. N'ai-je pas le droit de m'intéresser à ton passé ? Mon passé est un livre fermé, ma chérie. » Il s'approcha d'elle avec cette démarche féline qu'elle trouvait si séduisante au début de leur relation, mais qui maintenant la mettait mal à l'aise. Seul notre avenir compte, notre avenir ensemble. Il posa les mains sur ses épaules, et Isabelle dut faire appel à tout son sang-froid pour ne pas tressaillir. Ces mains qu'elle avait tant aimées, qu'il avait caressées avec passion, étaient peut-être celles qui avaient tué le vrai Philippe Garnier. « Bien sûr, » murmura-t-elle. « Pardonne-moi, la fatigue me rend parfois mélancolique. » Ma pauvre chérie, Philippe l'attira contre lui. Tu travailles trop avec tes fondations caritatives. Après notre mariage, tu pourras te reposer. Je m'occuperai de tout. Je m'occuperai de tout. Ces mots résonnèrent sinistrement dans l'esprit d'Isabelle. Combien de femmes fortunées avaient entendu cette phrase avant de disparaître mystérieusement. « Philippe, » dit-elle en se dégageant doucement, « j'aimerais prendre une douche. Cette chaleur est étouffante. » Excellente idée. Moi aussi d'ailleurs. Il déboutonna son polo de sport. Et si nous la prenions ensemble, comme au bon vieux temps? Isabelle sentit la panique la gagner. Comment refuser sans éveiller ses soupçons? J'ai mes règles, mentit-elle. Tu sais comme je deviens pudique dans ces moments-là. Philippe la dévisagea longuement, et elle eut l'impression désagréable qu'il pouvait lire dans ses pensées. Puis il sourit, ce sourire charmeur qui avait séduit tant de monde. Comme tu voudras, ma beauté.
Je vais prendre une douche rapide et nous pourrons dîner en tête-à-tête sur notre terrasse privée. J'ai des choses importantes à te dire sur notre avenir. » Il disparut dans la salle de bain et Isabelle put enfin respirer. Le bruit de l'eau qui coulait couvrit ses chuchotements urgents quand elle ouvrit la porte de la chambre. « Il faut que vous partiez, maintenant. » Élise et Margot émergèrent de leur cachette. L'expression d'Élise était bouleversée. « J'ai entendu sa voix, » murmura-t-elle. 13 ans après, j'entends encore Antoine dans cette voix, mais il y a quelque chose de mort en lui, quelque chose d'effrayant. Nous devons rassembler plus de preuves, déclara Isabelle avec détermination. Des preuves irréfutables de ses crimes. Le vrai Philippe Garnier, dit soudain Margot. Si Antoine l'a assassiné, il doit bien y avoir une trace quelque part, un rapport de police, un avis de recherche. Mon détective privé, Isabelle claqua des doigts. Mathieu Rousseau, il a des contacts dans la police. Si le vrai Philippe a été déclaré disparu. Le bruit de la douche s'arrêta brutalement. Les 3 femmes se figèrent. Isabelle. La voix de Philippe résonnait depuis la salle de bain. Tu as dit quelque chose. Non, mon chéri. Je regardais la télévision. Elle alluma précipitamment le téléviseur et fit signe à Élise et Margot de filer. Elles se glissèrent hors de la suite, juste au moment où Philippe réapparaissait, une serviette autour de la taille. Les informations encore, il jeta un coup d'œil à l'écran, où un présentateur parlait de la situation économique européenne. Tu t'intéresses de plus en plus à l'actualité ces derniers temps. C'est important d'être informé, non? Surtout quand on gère un patrimoine comme le mien. Philippe s'immobilisa dans cette phrase anodine. Il venait de déceler quelque chose de différent. Isabelle parlait de son patrimoine, pas de leur avenir commun. Un détail infime, mais qui mit tous ses sens en alerte. Bien sûr, dit-il lentement. En ton patrimoine que nous partagerons bientôt. Effectivement, Isabelle soutint son regard sans ciller. Notre contrat de mariage est déjà rédigé. D'ailleurs, mon notaire a été très minutieux. Cette fois, Philippe ne put masquer sa contrariété. Ils avaient longuement discuté de ce contrat. Et il était parvenu à la convaincre d'opter pour un régime de communauté universelle. Pourquoi parlait-elle maintenant de minutie ? Isabelle, dit-il en s'approchant d'elle, j'ai l'impression que quelque chose te tracasse. Tu peux tout me dire, tu le sais. Rien de grave. Elle détourna le regard. Juste, la peur de l'engagement, je suppose. C'est normal avant un mariage, non ? Très normal. Il lui caressa tendrement la joue. Mais tu sais que tu peux me faire confiance. N'est-ce pas ? Je t'aime plus que ma propre vie. Plus que ta propre vie. L'ironie de cette phrase fit frémir Isabelle. Cet homme avait littéralement tué sa propre vie, celle d'Antoine Delacroix, pour devenir Philippe Garnier. Je le sais, mentit-elle. Pendant ce temps, 3 ponts plus bas, Élise retrouvait Claire dans la cafétéria des étudiants. Sa fille l'accueillit avec un sourire radieux. « Maman, cette journée était incroyable. Tu sais qu'il y a une piscine avec toboggan sur le pont 8 et une salle de cinéma plus grande que celle de Limoges. C'est merveilleux, ma chérie. » Élise s'assit en face de sa fille, le cœur serré par l'innocence de son enthousiasme. « Claire, il faut que je te parle de quelque chose d'important. » « Oui. » Claire croqua dans sa pomme, attentive. « Tu te souviens des histoires que je te racontais sur ton papa ? » « Bien sûr. Papa était très gentil et il nous aimait beaucoup, mais il a eu un accident de voiture avant ma naissance. » Élise sentit sa gorge se serrer. Comment révéler à une enfant de 13 ans que toute son histoire familiale était un mensonge ? Ma puce. Et si je te disais que papa n'est peut-être pas mort ? Claire faillit s'étouffer avec sa pomme. Quoi ? Mais tu m'as toujours dit. Je sais ce que je t'ai dit. Mais parfois, les adultes se trompent. Ou parfois, ils nous mentent pour nous protéger. Tu veux dire que papa est vivant ? Les yeux de Claire brillèrent d'un espoir soudain. Il va revenir. Je vais le rencontrer. C'est plus compliqué que ça. Ma chérie, Élise prit les mains de sa fille dans les siennes. S'il est vivant, c'est qu'il a choisi de nous quitter, de nous abandonner. L'espoir dans les yeux de Claire se mua en confusion, puis en douleur. Mais pourquoi ? Pourquoi il nous aurait abandonnés ? Je ne sais pas encore, mais Claire, si jamais tu croises un homme qui te ressemble beaucoup, un homme élégant qui s'appelle Philippe, promets-moi de ne pas l'approcher. Promets-moi de venir me chercher immédiatement. Maman, tu me fais peur. Je ne veux pas te faire peur, ma puce. Je veux juste te protéger. Claire hocha gravement la tête, malgré ses 13 ans.
Elle avait la maturité précoce des enfants qui ont grandi avec un parent seul, qui ont appris très tôt que la vie peut être compliquée et dangereuse. « D'accord, maman, je ferai attention. » Élise serra sa fille contre elle, respirant l'odeur de ses cheveux. Cette odeur d'enfance qui la rassurait toujours. Dans quelques heures, elle devrait affronter Antoine, Philippe, avec Isabelle et Margot. Elle devrait regarder en face l'homme qui avait détruit sa famille. Mais pour l'instant, elle tenait dans ses bras la seule chose pure et vraie qui soit sortie de son histoire avec Antoine, leur fille. Claire était la preuve vivante que tout n'avait pas été mensonge, que l'amour avait existé, même s'il avait été trahi. « Maman », murmura Claire contre son épaule, « si papa est vraiment vivant et qu'il ne voulait pas de nous, ça ne change rien, n'est-ce pas? On sera toujours nous deux. Toujours, promit Élise. Les larmes aux yeux. Quoi qu'il arrive, nous deux, c'est pour la vie. Au-dessus d'elle, dans la suite présidentielle, Philippe contemplait l'océan à travers la baie vitrée. Quelque chose avait changé chez Isabelle. Quelque chose de subtil, mais d'indéniable. Et cet enfant qu'il avait vu, cette ressemblance troublante, il sortit son téléphone portable et composa un numéro. « C'est moi », dit-il quand on décrocha. « J'ai besoin d'informations sur tous les employés de ce navire, surtout les femmes trentenaires, et vérifier s'il y a des liens avec le nom Delacroix. » Il raccrocha et sourit froidement. Antoine Delacroix était mort 13 ans plus tôt dans les flammes de cet Audi. Mais si quelqu'un tentait de ressusciter ce fantôme du passé, Philippe Garnier saurait se défendre. L'aube du 3e jour se levait sur des eaux turquoises, quand Isabelle reçut l'appel qu'elle attendait. Mathieu Rousseau, son détective privé, avait travaillé toute la nuit depuis Paris. « Mademoiselle Moncler », dit la voix grave au téléphone. « J'ai des nouvelles troublantes. » Isabelle s'était réfugiée sur sa terrasse privée, loin des oreilles indiscrètes de Philippe qui dormait encore. « Je vous écoute, Mathieu. » Le véritable Philippe Garnier a été déclaré disparu en janvier 2013. Sa voiture a été retrouvée dans un ravin près de Grenoble, mais pas son corps. La police a classé l'affaire comme accident, mais j'ai parlé avec l'enquêteur principal. Il avait des doutes. Quel genre de doute? Aucune trace de freinage, aucun témoin de l'accident. Et surtout, Philippe Garnier venait de recevoir un héritage conséquent de sa grand-tante, 2 millions d'euros qui n'ont jamais été réclamés par sa famille, puisqu'il n'en avait plus. Isabelle sentit son sang se glacer. Vous pensez qu'il a été assassiné pour son héritage? J'en suis certain. Et voici le plus troublant. 3 semaines après sa disparition, un certain Antoine Delacroix mourait dans un accident de voiture près de Sarlat, même modus operandi, voiture calcinée, pas de corps identifiable. Mon Dieu! Isabelle comprit avec horreur le stratagème diabolique. Antoine a tué Philippe pour voler son identité, puis a simulé sa propre mort. Exactement. Mais j'ai mieux. J'ai retrouvé le chirurgien esthétique de Lyon. Contre une somme considérable, il a accepté de parler. Votre fiancé s'est fait refaire entièrement le visage en février 2013. Pommettes, nez, mâchoire. Une transformation complète financée avec l'héritage du vrai Philippe. Isabelle ferma les yeux. Tentant de digérer l'ampleur de la machination, l'homme qu'elle s'apprêtait à épouser était un assassin, un usurpateur, un monstre capable de tuer pour s'approprier une vie entière. Il y a autre chose, continua le détective. Antoine Delacroix était lourdement endetté auprès de la mafia marseillaise. Des dettes de jeu, principalement, sa disparition a permis d'effacer tout ça. Mathieu, j'ai besoin que vous contactiez immédiatement la police. Mademoiselle, avec tout le respect que je vous dois, vous êtes au milieu de la Méditerranée et votre fiancé est un homme intelligent et dangereux. Si vous l'accusez prématurément sans preuves irréfutables, il pourrait m'éliminer avant que les autorités n'interviennent. Isabelle termina la phrase que le détective n'osait formuler. Précisément, il vous faut des preuves tangibles. Quelque chose qui l'incrimine définitivement. Après avoir raccroché, Isabelle resta un long moment immobile sur sa terrasse, observant l'océan infini. Quelque part dans cette immensité bleue, se cachait peut-être le corps du véritable Philippe Garnier, celui dont son assassin portait maintenant le nom « Ma chérie ». La voix ensommeillée de faux Philippe la fit sursauter. « Que fais-tu debout si tôt ?» Je n'arrivais pas à dormir. Elle se retourna, s'efforçant de paraître naturelle. Cette croisière me rend mélancolique. Mélancolique? Il s'approcha d'elle, torse nu, ses cheveux ébouriffés par le sommeil. Dans d'autres circonstances,
Elle l'aurait trouvé séduisant. Maintenant, elle ne voyait plus qu'un prédateur. Nous devrions être heureux. Notre mariage approche. Notre avenir s'annonce radieux. Justement, c'est peut-être ça qui m'angoisse. Tout va trop vite, Philippe. L'expression de son fiancé se durcit imperceptiblement. Trop vite. Nous nous connaissons depuis 2 ans, Isabelle. Je sais, mais elle chercha ses mots, consciente de marcher sur un fil. J'aimerais mieux connaître ton passé, ta famille, tes amis d'enfance. Tu ne me parles jamais d'eux, parce qu'ils sont tous morts. Sa voix était devenue glaciale. Mes parents dans cet accident, mes grands-parents avant même ma naissance, je n'ai plus personne, Isabelle. C'est pour ça que toi, tu comptes tant pour moi. Il la prit dans ses bras, et elle dut lutter contre l'envie de le repousser. Cet homme l'avait tenue exactement ainsi pendant des mois, lui murmurant des mots d'amour, lui promettant bonheur et sécurité. Combien de mensonges avait-elle gobé ? Philippe, dit-elle en se dégageant doucement, j'ai une surprise pour toi ce soir. Une surprise, un dîner spécial sur le pont supérieur, rien que nous deux, sous les étoiles, avec le capitaine comme témoin. Le capitaine, Philippe fronça les sourcils. Pourquoi le capitaine ? Pour officialiser nos fiançailles devant lui, une tradition maritime, paraît-il. Isabelle improvisa, espérant que son mensonge passerait. J'ai pensé que ce serait romantique. Excellente idée. Philippe sourit, mais ses yeux restaient froids. J'adore les traditions et les finales spectaculaires. Ces mots résonnèrent sinistrement dans l'esprit d'Isabelle. Parlait-il de leur dîner romantique, ou avait-il déjà prévu comment se débarrasser d'elle ? Pendant ce temps, dans les entrailles du navire, Élise et Margot préparaient leur propre plan. Le bureau du capitaine était situé sur le pont de commandement, accessible uniquement par l'équipage. « Tu es certaine que le capitaine Morel nous croira ?» demanda Élise en ajustant son uniforme. « Jacques Morel commande ce navire depuis 15 ans, » répondit Margot. « C'est un homme intègre. Si nous lui présentons toutes les preuves, il faudra bien qu'il nous écoute. » Élise serra le dossier qu'elle avait constitué. Les photos d'Antoine, les documents falsifiés, les enregistrements d'Isabelle. « Margot, tu réalises que si nous échouons, nous n'échouerons pas. » Margot affichait une détermination qu'Élise ne lui avait jamais vue. « Cet homme a détruit assez de vies. Il est temps qu'il paye. » Elles montèrent vers le pont de commandement, croisant plusieurs membres d'équipage qui les saluèrent respectueusement. Margot était une institution sur ce navire. Personne ne questionnerait sa présence n'importe où. Le capitaine Morel était un homme de 60 ans, barbe grisonnante et regard perçant. Il les reçut dans son bureau lambrissé, intrigué par cette visite matinale inhabituelle. « Margot, Élise, que puis-je faire pour vous ?»« Capitaine, » commença Margot. « Nous avons une situation très grave à vous signaler. Un de vos passagers VIP n'est pas celui qu'il prétend être. » Le capitaine haussa les sourcils. « C'est-à-dire ?» Élise prit la parole. « Philippe Garnier est en réalité mon ex-mari, Antoine Delacroix. Il a simulé sa mort il y a 13 ans et assassiné le véritable Philippe Garnier pour voler son identité. » Un long silence accueillit cette déclaration. Le capitaine dévisagea Élise comme si elle venait de lui annoncer qu'elle était la reine d'Angleterre. « Madame, vous vous rendez compte de la gravité de vos accusations. » « Parfaitement. » Élise ouvrit le dossier. « Voici les preuves. » Pendant 1 heure, elles exposèrent méthodiquement leurs découvertes, photos, documents, témoignages, enregistrements. Le capitaine Morel examina chaque pièce avec l'attention minutieuse d'un homme habitué à prendre des décisions cruciales. « Si tout cela est vrai, dit-il finalement, nous avons un assassin à bord, un homme extrêmement dangereux. Inain. Et qui prévoit d'épouser Isabelle Moncler dans quelques mois ?» ajouta Margot. « Probablement pour hériter de sa fortune et l'éliminer ensuite. » Le capitaine se leva et fit quelques pas vers le hublot donnant sur l'océan. « Que proposez-vous » ? « Mademoiselle Moncler organise un dîner ce soir sur le pont supérieur, » expliqua Élise. « Elle veut le confronter devant vous, mais elle a besoin de protection. Et vous pensez que cet homme, Antoine, va avouer ses crimes. Acculé, privé d'échappatoire, il n'aura peut-être pas le choix. » Élise marqua une pause. « Capitaine, ma fille est sur ce navire. Elle ressemble énormément à son père. Si Antoine la reconnaît, il pourrait s'en prendre à elle pour protéger son secret, » compléta le capitaine d'une voix grave. « Exactement. Nous devons agir ce soir, avant qu'il ne soit trop tard. » Le capitaine Morel hocha lentement la tête. En 30 ans de marine marchande, il avait vu bien des drames, mais jamais une histoire aussi sordide. « Très bien, ce soir.
sur le pont supérieur. Mais je veux que mes hommes de sécurité soient en place. Si cet homme est vraiment un assassin. Merci, capitaine. Élise sentit un immense soulagement l'envahir. Merci de nous avoir crus. Ne me remerciez pas encore. Le capitaine la regarda gravement. Si nous échouons ce soir, si cet homme s'échappe ou s'en prend à l'une d'entre vous, je ne me le pardonnerai jamais. Élise hocha la tête. Elle aussi savait que cette soirée déterminerait tout. Soit justice serait rendue, soit Philippe Garnier, Antoine Delacroix, éliminerait définitivement tous les témoins de son passé, dans quelques heures, face à la mer infinie qui avait déjà englouti tant de secrets. La vérité éclaterait enfin au grand jour. Le pont supérieur avait été transformé en écrin romantique. Des guirlandes de lumière dorée serpentaient entre les cordages. Des bougies parfumées scintillaient dans leurs photophores de cristal. Et une table pour deux trônait au centre, dressée avec la plus belle vaisselle du navire. La mer était d'un calme parfait. Reflétant les premières étoiles dans ses eaux sombres, Isabelle, vêtue d'une robe de soie blanche qui lui donnait des allures d'ange vengeur, vérifiait une dernière fois que le dictaphone était bien dissimulé dans son sac à main. Ses doigts tremblaient légèrement, mais son regard était déterminé. « Vous êtes certaine de vouloir faire cela ?» demanda le capitaine Morel en s'approchant d'elle. « Cet homme est potentiellement très dangereux. Capitaine, il faut en finir. » Isabelle leva les yeux vers le ciel étoilé. « Pendant 2 ans, j'ai vécu dans le mensonge. J'ai failli épouser l'assassin de l'homme dont il a volé l'identité. Je lui dois au moins ça. » Discrètement postés autour du pont, 3 hommes de l'équipage de sécurité surveillaient chaque issue. Dans l'ombre d'un canot de sauvetage, Élise et Margot attendèrent le signal convenu. Claire avait été confiée à la surveillance discrète d'un membre de l'équipage dans sa cabine. « Il arrive », murmura Margot. Philippe Garnier apparut au sommet de l'escalier menant au pont supérieur. Il portait un smoking noir impeccable, une rose blanche à la boutonnière, et affichait ce sourire charmeur qui avait séduit tant de femmes. Mais Élise, qui l'observait depuis sa cachette, ne voyait plus qu'un masque élégant posé sur le visage d'un monstre. « Ma chérie », il s'avança vers Isabelle, les bras ouverts. « Cette mise en scène est somptueuse. Tu as vraiment pensé à tout. J'espère que tu apprécieras la soirée, » répondit Isabelle en acceptant son baiser sur la joue. « Elle risque d'être mémorable. » Philippe s'installa face à elle, le dos tourné vers l'endroit où se cachaient Élise et Margot. Le capitaine Morel s'approcha de leur table, solennel dans son uniforme blanc. « Mademoiselle Moncler, Monsieur Garnier, c'est un honneur d'officier cette cérémonie de fiançailles officielles. »« Merci, capitaine, » dit Philippe en levant sa coupe de champagne. « À notre bonheur futur, Isabelle, à notre nouvelle vie ensemble. » Isabelle trinqua, mais ses yeux ne quittaient pas ceux de son fiancé. « Oui, Philippe, à la vérité qui éclate enfin. » Quelque chose dans son intonation alerta Philippe. Il reposa lentement sa coupe, ses sens soudain en éveil. « Isabelle, tu es étrange ce soir. Il y a quelque chose que tu veux me dire. »« Oh oui, il y a beaucoup de choses que je veux te dire. » Isabelle sortit discrètement son dictaphone qu'elle posa sur la table. « Notamment sur ton passé si mystérieux. » Philippe se raidit imperceptiblement. « Mon passé ? Mais tu connais mon passé, ma chérie. » « Vraiment ?» Isabelle sourit froidement. « Alors parle-moi de ton enfance à Lyon, de tes amis du lycée, de tes premiers emplois. »« Ah, Isabelle !» La voix de Philippe se durcit. « Où veux-tu en venir ? Je veux que tu me parles du véritable Philippe Garnier, celui qui a disparu en janvier 2013 dans un ravin près de Grenoble, celui dont tu as volé l'identité après l'avoir assassiné. » Un silence de mort s'abattit sur le pont. Philippe dévisagea Isabelle avec une expression indéchiffrable, tandis que le capitaine Morel se rapprochait discrètement. « Je ne comprends pas de quoi tu parles, » dit finalement Philippe, mais sa voix manquait de conviction. « Alors laisse-moi t'éclairer. » Isabelle se pencha vers lui. Antoine Delacroix, né en 1978 à Périgueux, marié à une certaine Élise, père d'une petite fille prénommée Claire, lourdement endetté auprès de la mafia marseillaise, disparu dans un accident de voiture en novembre 2012. Philippe avait pâli, mais il tentait encore de nier. « Tu délires, Isabelle. Ces noms ne me disaient rien du tout. » Vraiment, une nouvelle voix s'éleva dans la nuit. Élise sortit de l'ombre et s'avança vers la table. Philippe la regarda approcher, et cette fois, son masque tomba définitivement. Dans ses yeux, Isabelle put lire un mélange de terreur et de rage. « Bonsoir, Antoine. »
dit Élise d'une voix tremblante mais ferme. 13 ans que j'attends ce moment. 13 ans que je pleure un mort qui courait les salons parisiens. Élise, le nom sortit de ses lèvres comme un souffle. Pour la première fois depuis le début de cette mascarade, Philippe, Antoine, semblaient redevenir humains. Oui, Élise, ta femme, celle que tu as abandonnée enceinte pour aller voler la vie d'un innocent. Antoine se leva brusquement, renversant sa chaise. Tu ne comprends pas, j'étais coincée. Ces gens de Marseille allèrent me tuer. Je n'avais pas le choix. Pas le choix. Élise éclata d'un rire amer. Tu avais le choix entre affronter tes problèmes ou détruire des vies innocentes. Tu as choisi la lâcheté. Et Claire. L'ancien Antoine sembla soudain se rappeler l'existence de sa fille. Comment va-t-elle? Comment oses-tu? La gifle d'Élise claqua dans l'air nocturne. Comment oses-tu me demander des nouvelles de la fille que tu as abandonnée? Antoine porta la main à sa joue, et pour un instant, Isabelle crut voir des larmes dans ses yeux. Je pensais à elle souvent. Je me disais qu'elle était mieux sans moi. Menteur. Élise était maintenant déchaînée. Tu ne pensais qu'à ta nouvelle vie de luxe. Tu ne pensais qu'à ton confort. C'est faux. Antoine explosa à son tour. Tu crois que c'était facile? Tu crois que j'ai tué Philippe Garnier de gaieté de cœur? Le capitaine Morel s'avança. Monsieur Delacroix, vous venez d'avouer un meurtre devant témoin. Antoine se retourna vers lui, réalisant soudain qu'il s'était trahi. Son regard balaya le pont, identifiant les hommes de sécurité postés aux 4 coins. Non, murmura-t-il. Non, vous ne comprenez pas. Philippe était déjà mourant. Un cancer du pancréas. Je n'ai fait qu'accélérer les choses. En le poussant dans ce ravin, demanda froidement Isabelle. Il souffrait. Je lui ai rendu service. Antoine semblait au bord de la crise de nerfs. Et son héritage, personne n'en voulait. Sa famille était morte. J'ai juste, reprit le flambeau, en tuant ta propre identité par la même occasion, ajouta Élise, en nous laissant Claire et moi dans la misère. Antoine la dévisagea longuement, et soudain, son expression changea. Une lueur calculatrice s'alluma dans ses yeux. « Claire, répéta-t-il lentement, ma fille est sur ce navire, n'est-ce pas? C'est cette petite brune que j'ai vue hier. » Élise sentit son sang se glacer. « Ne t'avise pas? »« Aussi, » dit Antoine avec un sourire cruel. « Si ma propre fille témoigne en ma faveur, si elle explique qu'elle pardonne à son père, qu'elle comprend ses erreurs de jeunesse. » Il fit mine de se diriger vers l'escalier, mais les hommes de sécurité lui bloquèrent le passage. « Laissez-moi passer, » rugit-il. « Je veux voir ma fille. »« J'ai le droit de voir ma fille. »« Tu n'as aucun droit. » Élise se plaça devant lui. « Pas après ce que tu nous as fait. Ce que je vous ai fait. » Antoine ricana. « J'ai libéré cette gamine d'un père endetté et traqué. J'ai épargné à ma famille la honte de mes erreurs. Tu nous as condamnés à 13 ans de pauvreté. Et moi, j'ai eu 13 ans de cauchemar. » Antoine explosa. « Tu crois que c'était facile de vivre avec un visage qui n'était pas le mien? De jouer un personnage 24 heures sur 24 ? Alors pourquoi ne pas être revenu ? Demanda Isabelle. Pourquoi avoir continué ce mensonge ? Antoine la regarda avec mépris, parce que Philippe Garnier avait tout ce qu'Antoine Delacroix n'aurait jamais eu. L'argent, le respect, l'amour d'une héritière. L'amour ! Isabelle éclata de rire. Tu appelles ça de l'amour ? Tu comptais m'assassiner après notre mariage. Jamais. Antoine semblait sincèrement choqué. Je t'aimais vraiment, Isabelle. Tu étais ma rédemption. Menteur. J'ai entendu tes enregistrements, tes plans pour te débarrasser des obstacles. Antoine ouvrit la bouche pour protester, puis la referma. Dans ses yeux, Élise vit passer une lueur de défaite. Il réalisait que tout était fini, que ses mensonges s'écroulaient les uns après les autres. « Très bien, » dit-il d'une voix soudain très calme. « Très bien. Vous voulez la vérité ? Vous l'aurez. » Il recula lentement vers la rambarde du navire, et c'est alors qu'Élise remarqua l'expression étrange qui s'était peinte sur son visage. Un mélange de résignation et de défi. « Antoine, » dit-elle prudemment, « éloigne-toi de cette rambarde. »« Pourquoi ?» Il sourit tristement. « Pour finir en prison, pour voir ma fille me regarder avec dégoût. »« Antoine ?» Élise fit un pas vers lui, soudain terrifiée par ce qu'elle lisait dans ses yeux. « Tu sais quoi, Élise ?» Antoine posa les mains sur la rambarde. « Au fond, Antoine Delacroix est vraiment mort il y a 13 ans. Philippe Garnier aussi. D'ailleurs, il ne reste plus rien. »« Ne fais pas ça !» cria Isabelle.
Mais c'est alors qu'une petite voix s'éleva derrière eux. « Papa !» Claire se tenait en haut de l'escalier, ayant échappé à la surveillance. Elle regardait Antoine avec des yeux ronds, incrédule. « Papa, c'est vraiment toi !» Le temps sembla suspendu sur le pont supérieur de l'océan majestueux. Claire, dans sa robe de nuit rose qu'elle avait enfilée à la hâte, fixait Antoine avec un mélange de reconnaissance et d'incompréhension. Pour la première fois depuis 13 ans, le père et la fille se trouvaient face à face. Claire. Antoine lâcha la rambarde et fit un pas vers elle, les larmes aux yeux. « Ma petite fille, tu es si belle. »« Papa, » répéta Claire, sa voix d'enfant brisée par l'émotion. « Mais maman m'avait dit que tu étais mort. » Élise se précipita vers sa fille, la prenant dans ses bras protectrices. « Claire, tu n'aurais pas dû venir ici. Comment as-tu fait pour... » « J'ai entendu du bruit, » expliqua la fillette sans quitter Antoine des yeux. « Et puis j'ai reconnu ta voix, maman. Tu avais l'air en colère. » Elle regarda autour d'elle, remarquant enfin l'attention des adultes présents. « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi papa fait semblant d'être mort ?» Antoine s'approcha lentement, comme on approche d'un animal sauvage. « Claire, je peux t'expliquer. »« N'approche pas d'elle, » rugit Élise, s'interposant entre eux. « Tu n'as pas le droit ?»« Pas après tout ce temps. C'est ma fille. » Antoine éleva la voix. « J'ai le droit de lui parler, de lui expliquer pourquoi j'ai dû, pourquoi tu as dû nous abandonner. » Claire, malgré ses 13 ans, avait cette maturité précoce des enfants qui ont grandi trop vite. Pourquoi tu as dû faire croire que tu étais mort? Pourquoi maman a pleuré tous les soirs pendant des années? La question directe de sa fille frappa Antoine comme un coup de poing. Il s'agenouilla devant elle, ignorant les protestations d'Élise. « Ma puce, papa était en très gros danger. Il y avait des hommes très méchants qui voulaient lui faire du mal. Pour vous protéger, toi et maman, j'ai dû disparaître, en tuant quelqu'un d'autre, » demanda Claire avec cette franchise brutale de l'enfance. En volant sa vie, Antoine tressaillit. « Tu as tout entendu, assez pour comprendre que tu n'es plus mon papa. » Les larmes coulaient maintenant sur les joues de Claire, mais sa voix restait ferme. « Mon papa était gentil, mon papa nous aimait. Toi, tu nous as abandonnés pour devenir riche. » « Non. » Antoine tendit les mains vers elle, désespéré. « Je vous aimais, je vous aime toujours. Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi, » l'interrompit Claire. « Tu l'as dit toi-même. Tu voulais l'argent, le respect, une belle maison, tu nous as échangé contre une vie de luxe. » Le capitaine Morel, témoin silencieux de cette tragédie familiale, fit signe à ses hommes de rester en retrait. Cette confrontation entre un père et sa fille avait quelque chose de sacré, malgré l'horreur des circonstances. « Claire, écoute-moi, » supplia Antoine. « Si tu savais comme j'ai pensé à toi tous ces jours, j'imaginais ta voix, ton rire. Alors pourquoi tu n'es jamais venue nous voir ?» La fillette essuya ses larmes d'un geste rageur. Même en secret, même une fois, Antoine n'avait pas de réponse. Comment expliquer à une enfant qu'il avait préféré sa nouvelle vie à leur amour, que l'argent et le statut social avaient pesé plus lourd que sa famille? « J'avais peur, » murmura-t-il finalement. « Peur de vous mettre en danger, peur que vous me rejetiez. » « Eh bien, tu avais raison d'avoir peur, » dit Claire avec une sagesse qui glaça le sang des adultes présents. « Parce que je te rejette. Le papa que j'aimais n'existe plus. Il est vraiment mort il y a 13 ans. » Ces mots furent comme un coup de grâce pour Antoine. Il chancela, se rattrapa à la rambarde, et pendant un instant, Élise crut qu'il allait de nouveau tenter de sauter. Mais Claire fit quelque chose d'inattendu. Elle s'approcha de lui et posa sa petite main sur la sienne. « Mais je ne veux pas que tu meures pour de vrai, » dit-elle doucement. « Je veux que tu ailles en prison, que tu payes pour ce que tu as fait, et peut-être qu'un jour, si tu changes vraiment, on pourra se reparler. » Antoine regarda la main de sa fille sur la sienne et éclata en sanglots. 13 ans de mensonges, de cynisme, de froideur calculée s'écroulèrent d'un coup. Il redevint soudain ce qu'il n'avait jamais vraiment cessé d'être. Un homme faible et lâche, mais peut-être pas entièrement mauvais. « Je suis désolé, » sanglota-t-il. « Je suis tellement désolé. Moi aussi, papa, » murmura Claire. « Je suis désolé que tu aies gâché ta vie et la nôtre. » Le capitaine Morel s'approcha enfin. « Monsieur Delacroix, veuillez me suivre. Mes hommes vont vous escorter en attendant que nous atteignions le prochain port. » Antoine hocha la tête, résigné. Il regarda une dernière fois sa femme et sa fille,
ces deux êtres qu'il avait aimés et trahis. « Élise, dit-il d'une voix brisée, prends soin d'elle, elle est extraordinaire. »« Je le sais, » répondit Élise froidement. « Je l'ai élevée seule pendant 13 ans. » Antoine fit quelques pas vers l'escalier, encadré par les hommes de sécurité. Puis il se retourna une dernière fois. « Isabelle, je t'aimais vraiment, tu sais, pas ton argent, toi. » Isabelle le regarda avec pitié. « Si tu m'avais vraiment aimé, Antoine, tu m'aurais dit la vérité. L'amour, ça ne se construit pas sur des mensonges. » Antoine acquiesça tristement et disparut dans les profondeurs du navire. 6 mois plus tard, la petite maison de Lyon baignait dans la lumière dorée d'un après-midi de printemps. Élise, installée à sa machine à coudre près de la fenêtre, terminait une robe de baptême en dentelle ancienne. Grâce à l'aide d'Isabelle, elle avait pu monter son propre atelier de couture, spécialisé dans les vêtements de cérémonie. « Maman !» Claire déboula dans l'atelier, son cartable sur le dos et les joues rouges d'avoir couru. « Madame Dubois m'a dit que j'avais eu 18-20 en français. C'est merveilleux, ma chérie. » Élise abandonna son ouvrage pour serrer sa fille dans ses bras. « Tu travailles si bien depuis qu'on est installé ici. » Claire s'était épanouie dans sa nouvelle école lyonnaise, libérée du secret qui pesait sur leur famille. Elle avait retrouvé l'insouciance de ses 13 ans. « Au fait, » dit-elle en fouillant dans son cartable, « il y a une lettre pour toi. Le facteur l'a donnée à Madame Martin qui me l'a donnée. » Élise reconnut immédiatement l'écriture sur l'enveloppe. Antoine. Il lui écrivait de sa prison de Fresnes tous les mois, des lettres qu'elle ne lisait jamais, mais qu'elle conservait soigneusement dans une boîte, au cas où Claire voudrait les découvrir plus tard. « Papa ?» demanda Claire en voyant l'expression de sa mère. « Oui, comme d'habitude. Tu peux la lire, tu sais ?» dit Claire avec cette maturité qui surprenait toujours Élise. « Ça ne me dérange pas. Peut-être qu'un jour, moi aussi je voudrais les lire. » Élise hésita, puis décacheta l'enveloppe. Pour la première fois en 6 mois, elle déplia la lettre de son ancien mari. « Ma chère Élise, je ne sais même pas si tu lis mes lettres, mais j'espère que oui. Le tribunal m'a condamnée à 20 ans de prison pour le meurtre de Philippe Garnier. C'est justice. Mes avocats voulaient plaider les circonstances atténuantes, mais j'ai refusé. Il était temps que j'assume mes actes. J'ai beaucoup réfléchi. Ici, j'ai eu le temps. Je voulais te dire que Claire avait raison. Ce soir-là sur le bateau, Antoine Delacroix, le père qu'elle méritait, est vraiment mort il y a 13 ans. Mais peut-être que dans 20 ans, quand je sortirai, il pourra renaître, différent, meilleur. J'ai créé un fonds fiduciaire pour Claire. Tout l'argent que j'avais détourné lui reviendra quand elle aura 18 ans. Ce n'est pas grand-chose face au mal que je vous ai fait, mais c'est tout ce que je peux donner. Prends soin d'elle, Élise, et prends soin de toi. Vous méritez tout le bonheur du monde, Antoine. » Élise replia la lettre, émue malgré elle. Claire l'observait attentivement. « Il va mieux ?» demanda la fillette. « Je crois, oui. Il commence peut-être à redevenir humain. Tant mieux. » Claire haussa les épaules. « On ira le voir quand j'aurai 18 ans. Si tu en as envie, ma puce, si tu en as envie. » Le téléphone sonna. Interrompant leur conversation, Élise décrocha et sourit en reconnaissant la voix d'Isabelle. « Élise, comment vas-tu ? Et Claire ? » « Nous allons très bien. Et toi ? Comment se passe ta nouvelle vie de célibataire ? » Isabelle éclata de rire. « Formidablement. J'ai dissous ma fondation caritative pour en créer une nouvelle, aide aux victimes d'escroqueries sentimentales. Tu ne peux pas imaginer le nombre de femmes qui se font berner par des hommes qui mentent sur leur identité. Et côté cœur. Oh, j'ai rencontré quelqu'un, un veuf, père de 2 enfants. Il m'a tout raconté de sa vie dès le premier rendez-vous, y compris ses dettes et ses angoisses. » Isabelle rit encore. Après Antoine, la transparence totale, c'est rafraîchissant. Elles bavardèrent encore quelques minutes. Puis Élise raccrocha. Le soleil commençait à décliner sur Lyon, peignant les toits en rouge et or. « Maman, » dit Claire en s'installant à ses devoirs, « tu crois qu'on peut vraiment recommencer à zéro, effacer le passé et repartir ?» Élise réfléchit à cette question profonde. « Non, ma chérie, on ne peut pas effacer le passé, mais on peut apprendre à vivre avec, à en tirer des leçons et construire quelque chose de nouveau par-dessus. Comme nous. » Claire hocha la tête et se plongea dans ses devoirs de mathématiques. Élise reprit son ouvrage, le cœur apaisé. Dans quelques heures, elles iraient se promener sur les quais du Rhône, puis dîneraient en tête-à-tête dans leur petite cuisine ensoleillée. Le passé n'était pas effacé. Il ne le serait jamais.
mais ils n'avaient plus le pouvoir de détruire leur présent. Antoine Delacroix purgeait sa peine, Philippe Garnier reposait enfin en paix, et elle, Élise et Claire, avaient retrouvé leur liberté. Sur la table, à côté de la machine à coudre, une photo les montrait toutes les deux souriantes devant leur nouvelle maison. Au dos, Claire avait écrit de son écriture encore enfantine « Maman et moi, notre vraie vie commence maintenant ». Et c'était exactement ça, leur vraie vie, enfin,